Dans ce chapitre, nous allons travailler avec les nombres, nous allons les manipuler, nous allons faire des opérations avec ces nombres. Bref, nous allons faire ce que vous nommiez à l'école primaire, nous allons faire du calcul. Vous avez bien sûr remarqué que sur votre écran, il y avait un personnage, c'est un berger. Vous voyez des moutons à gauche, vous voyez également des cailloux, et puis bien sûr la bergerie. Cette image va nous aider à comprendre d'où vient le mot calcul. Il y a donc fort longtemps, vous avez ce berger, il ne sait pas compter, mais il aimerait bien savoir s'il y a autant de moutons qui reviennent à la bergerie le soir que de moutons qui sont partis de sa bergerie le matin. Et il a l'idée suivante. Il prend des cailloux, vous les voyez, puis un récipient. Le matin, à chaque fois qu'un mouton passe devant lui, il met un caillou dans le récipient. Et qu'est-ce qu'il va faire le soir ? À chaque fois à nouveau qu'un mouton va passer devant lui pour rentrer dans la bergerie, il enlève un caillou de son récipient. Évidemment, si le récipient est vide à la fin de l'opération, notre berger sait qu'il y a autant de moutons qui sont revenus que de moutons qui étaient partis. Il est content. Eh bien, sans le savoir, notre berger, qu'est-ce qu'il invente ? Il invente le calcul. Calcul, en fait, ça vient du latin calculus, qui veut dire caillou. Notre berger trouve qu'il a une idée drôlement intéressante, mais il faut des cailloux, il faut un récipient, tout cela n'est pas très pratique. Alors il a l'idée de faire des entailles. Des entailles sur un bout de bois ou même sur une pierre. Et regardez, on trouve ce qu'on appelle des fossiles qui nous permettent de voir encore la trace de ces entailles qui ont été faites il y a des milliers et des milliers d'années. Vous les voyez ici. Donc cette méthode, elle est intéressante. Il va faire une entaille pour chacun de ces moutons et il regardera à la fin de la journée s'il y a bien autant d'entailles que de moutons qui sont rentrés. C'est déjà mieux, mais si vous avez un troupeau de 40 moutons, il va falloir faire 40 entailles sur le bout de bois. Bien, les Romains se sont penchés sur le problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Les Romains inventent des symboles. À la place de 5 entailles comme ici, ils font 2 entailles qui se rejoignent par une extrémité. Ces symboles, ce sont des chiffres. Ici, c'est le chiffre 5. Dix entailles, on le remplace par 2 entailles en forme de croix. 10. Ces chiffres sont bien sûr des chiffres romains. Nous utilisons des chiffres arabes. Donc, 5 ici, dans notre façon de compter, cela s'écrit ainsi. Il y a aussi ces chiffres romains intéressants. 50, forme de L, 100, 500 et 1000. Alors, comment font les Romains ? S'ils veulent dénombrer 13, par exemple, à la place de dessiner 13 entailles, on va prendre 10 et 3. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, ils procédaient par addition. Pour 2018, de M, de 1000, 10, 5, 15 et 3, 18. Alors si les Romains en étaient restés à la simple addition,
comme je le disais tout à l'heure, hein, pour 13. Si je voulais représenter 24, 2 fois 10, 1, 2, 3, 4. Ils améliorent leur procédé en décidant que quand on met un signe avant un chiffre qui va être supérieur, à ce moment-là, on utilise la soustraction. Donc à la place d'écrire 24 comme ceci, je vais l'écrire 20. Et ici, j'obtiens 4 parce que 1 est inférieur à 5, donc il faut le soustraire à 5. Compter, dénombrer, c'est faire ce qu'on appelle de la numération. La numération qui nous a intéressés, là, la façon de compter qui nous a intéressés, c'est celle des Romains. C'est la numération romaine. Mais parlons de notre numération à nous, notre façon de compter. Quand j'écris 13, j'écris 1 et 3. Si on utilisait la même technique que les Romains, cette écriture 1, 3, elle signifierait 4. Donc nous, on ne se contente pas d'additionner ou de soustraire, parce que si 1 est placé avant 3, on pourrait dire qu'il faut faire 3 moins 1, 2, comme font les Romains. Alors, est-ce que la place a de l'importance? Si j'écris à la place de 1, 3, si j'écris 3, 1, c'est pas la même chose, hein. J'ai 31. Donc pour nous aussi, l'ordre des chiffres, il a de l'importance. Alors, avons-nous une idée sur ce que signifie l'ordre de ces chiffres 1 et 3. Notre numération, je suis certain que vous en savez le nom, on l'appelle la numération décimale. Eh bien, décimale, ça vient du latin decimus, 10, dixième. Donc en fait, ce que nous faisons, nous, sans arrêt, on fait des paquets de 10. Alors regardez bien, si je prends 13, j'obtiens combien de paquets de 10? Ben 1, évidemment. Et il me reste 3 bâtons ici. 13, un paquet de 10 et 3 que je ne peux pas grouper parce que j'arrive pas à 10. De la même façon, 3, 1, 3 paquets de 10 et un qui reste tout seul, 31. Voyons maintenant 123. 3, je vais continuer avec les bâtonnets, c'est donc 3 bâtonnets. 2 placés ici, je passe mon temps à faire des paquets de 10, c'est 2 paquets de 10 bâtonnets. Et ce 1 maintenant, qu'est-ce qu'il représente? Je passe mon temps donc à faire des paquets de 10. Là, ça veut dire que j'ai un paquet de 10 paquets bleus. Donc ce 1 ici, ça veut dire un paquet de combien de bâtons? Dans chaque petit paquet bleu, j'ai 10 bâtons. J'en ai 10 des paquets bleus. 10, 20, 30, etc. J'ai combien? J'en ai 100. Donc si je voulais exprimer 123 sous forme de paquets, je pourrais dire que c'est un paquet de 100, plus 2 paquets de 10, plus 3 paquets de 3. Donc si je l'écrivais de façon mathématique, un paquet de 100, 2 paquets de 10, alors je pourrais toujours dire 3 paquets de 1, ça n'a pas de sens, donc j'écris 3. Je viens de décomposer le nombre 123.
Un paquet de 100, on peut l'appeler une centaine. Deux paquets de 10, deux dizaines. Depuis le début, quand je prononce un nombre, si je dis 2, si je dis 3, si je dis 123, je dessine des bâtonnets. Je travaille avec cette unité. Si je prononce 1, il s'agit bien d'un bâtonnet dans ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on appelle l'unité. Donc ici, j'ai une centaine, deux dizaines, et combien d'unités que j'ai pas pu mettre dans des paquets de 10 ? 3. Donc quand j'écris ici 1, 2, 3, ça représente bien une centaine, deux dizaines, 3 unités. Mais si je lis le nombre 123, 123, vous avez entendu, j'ai prononcé 100, une centaine, 20, ce qui signifie deux dizaines, 3. Donc 123 unités. Par contre, bien sûr que je peux décomposer une centaine, deux dizaines, 3 unités. En utilisant la même technique, on veut décomposer 5, 7, 2, 4. Que je peux lire 5724. On reviendra là-dessus. 4, c'est les unités. 2, c'est les dizaines, les paquets de 10. 7, c'est les paquets de 100. Évidemment, 5, ça va être quoi? Les paquets de 1000. Unité, paquet de 10, paquet de 100, paquet de 1000. 5 paquets de 1000, plus 7 paquets de 100, plus 2 paquets de 10, plus 4 unités. Celui-ci, unité, paquet de 10, paquet de 100, paquet de 1000. Qu'est-ce qu'il y a après? Paquet de 10 000, paquet de 100 000. Reprenons l'exemple de tout à l'heure avec 123. En tout, j'ai combien de paquets de 10 dans 123? J'en ai bien sûr 2 ici. Mais quand je regarde mon paquet de 100, ça fait combien de paquets de 10? Ça en fait 10. Donc si j'avais voulu, si je m'intéresse au paquet de 10 dans 123, j'ai 12 paquets de 10. 12 dizaines. Bon, et puis évidemment, il me reste mes 3 unités. Dans ici, 5724, j'ai combien de paquets de 10? Je prends mon stylo, je m'arrête juste derrière la colonne des dizaines, derrière mon 2, j'ai 572 dizaines. Combien de centaines dans 5724? Combien de paquets de 100 possibles? 57. Si je prends 432 958, j'ai combien de paquets de 1000? Combien de milliers? Je m'arrête juste après la colonne des paquets de 1000, des milliers. J'ai 432 milliers. Revenons à ce nombre qu'on vient de voir. Je l'ai lu 432 958. Pour lire les nombres, surtout les grands nombres, on s'est aperçu que c'était drôlement pratique de faire des paquets de 3. Vous commencez par la fin. Un premier paquet de 3, et puis vous continuez à faire des paquets de 3. Si je voulais savoir le nombre de paquets de 1000 qu'il y a, d'après ce qu'on a dit il y a quelques instants, ici, j'ai la colonne des 1000, il y a 432 paquets de 1000. Alors, ce que je dis tout simplement, 432 paquets de 1000, 432 1000, voilà ce que je prononce à ce moment-là, 958. Je viens de lire le nombre. Et si j'ai un nombre comme celui-ci, beaucoup plus grand, même technique, je fais sans arrêt des paquets de 3 en partant de l'unité. Bon, si je regarde bien ici, quand je suis après le 9 il est bien dans la colonne des 1000,
Donc ici, je sais que je prononcerai 1000. Et ici, qu'est-ce que je prononcerai? Là, j'ai 1000, 10 000, 100 000. Qu'est-ce que vous avez après 100 000? 1 million. Donc, mon paquet de 3 ici, je sais que je prononce million. Alors, si on lit, 2 459 137. Et là, je vous laisse un peu chercher. Vous avez vu, pour vous aider, j'ai déjà fait les paquets de 3. Je prononce quoi ici? 1000. Ici, million. Millions, dizaines de millions, centaines de millions, 1000 millions, c'est milliards. 74 milliards, 325 millions, 137 456. Quelques règles à savoir quand on veut bien écrire les nombres. Prenons le cas de 100. 4200, un S. 7 380 425. Ici, j'ai pourtant 300 et 400, il n'y a pas d'S. Pourquoi? Parce que dans chaque cas, vous avez 100 qui est suivi d'un nombre. Alors attention, on travaille toujours par groupe de 3. C'est-à-dire qu'ici, si je prends 425, c'est 25 qui suit 100, donc pas d'S. 380, 80 suit 100, pas d'S. Bon, ici, j'étais dans le premier groupe, ici, 200, donc 200, il n'y avait rien derrière, j'ai mis un S. Là, regardons ici, 2 400 184. Alors attention, ici, je travaille toujours par groupe de 3, si je prends ce deuxième groupe là, 400, il n'y a rien dans le groupe derrière 100. Donc, à ce moment-là, je mets un S. 2 400 1184. Donc, bien faire attention, vous travaillez toujours dans les groupes de 3. Il y a un autre cas qui ressemble à ce cas, c'est le cas de 80. 80, en fait, c'est 4 fois 20. Si vous prenez 7 380 425, le 80, il n'y a rien derrière, ici dans le groupe de 3, 80 prend un S. Par contre, si vous prenez ici 2 400 184, vous n'avez pas d'S, puisque 80 est suivi d'un nombre. Vous avez remarqué que j'ai mis parfois des traits d'union. Le trait d'union, il se place entre les dizaines et les unités à chaque fois. Alors toujours par groupe de 3, 184, 184, j'ai forcément un trait d'union partout, 84. Si je prends par exemple 425, 25, j'ai un trait d'union. « 1000 reste toujours invariant, jamais d'S à 1000. Ce serait millier, on peut penser que ça serait comme million ou milliard, que ça serait comme un nom commun, mais non, 1000 ne prend jamais d'S. 4200, je ne mets pas d'S. Ici par contre, million et milliard se traitent comme un nom commun. Quand vous avez plusieurs millions, vous mettez un S à million. S'il n'y en a qu'un seul, bien sûr, pas d'S à million. De même pour milliard. Un petit point, quand vous lisez ce nombre, 521, vous ne le lisez pas 521, vous le lisez 521. Depuis une récente réforme, on met également les traits d'union. Donc en résumé, 20 et 100 prennent un S au pluriel, sauf quand ils sont suivis d'un autre nombre. Un trait d'union se place entre les parties représentant les dizaines et les unités. Et millions et milliards sont des noms qui s'accordent au pluriel. 1000 ne s'accorde jamais. J'ai abandonné les bâtonnets et j'utilise maintenant comme unité une baguette de pain. Voilà, bien, ces baguettes sont des baguettes un peu particulières, qu'on appelle des épis.
elles sont découpées en 10 parties. Vous les voyez. En 10 petits pains. Ici, le nombre d'unités est donc de 4. Mais voilà ce que je vois sur la table de la cuisine. J'ai 4 baguettes, donc 4 unités, pas de problème. Et puis j'ai 2 petits pains ici. Qu'est-ce qu'on a vu? Les baguettes sont des épis, elles sont composées chacune de 10 petits pains rigoureusement semblables. Donc un petit pain ici, ça représente une baguette, une unité, divisée en combien? Divisée en 10. Donc un petit pain, c'est une unité, une baguette divisée en 10. Alors vous l'avez déjà vu, on peut écrire cette division sous forme fractionnaire, c'est-à-dire de cette façon. 1 sur 10. Quand on faisait des paquets de 10, on obtenait tout à l'heure des dizaines. Attention, là, on coupe en 10, on partage en 10, on obtient des dixièmes. Donc si je regarde ce que j'ai sur la table, j'ai 4 unités et 2 dixièmes. Donc si on voulait écrire mathématiquement à quoi correspond cette quantité de pain, on pourrait l'écrire comme tout à l'heure en décomposant. 4 plus 2 fois quoi? 1 dixième. Mais on peut encore écrire autrement que 4 plus 2 fois 1 dixième. Si vous regroupez 2 baguettes comme ceci, j'ai regroupé 2 baguettes en une grande baguette. Qu'est-ce qu'on a si on divise en 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est-à-dire si je divise 2 par 10, j'aurai bien l'équivalent de mes 2 petits morceaux de pain. Est-ce qu'on est d'accord? Donc 2 fois 1 dixième, je peux l'écrire 2 sur 10. 2 dixièmes. Je peux donc l'écrire 4 plus 2 dixièmes. Quand vous écrivez ainsi 2 sur 10 sous forme de fraction, vous avez là au dénominateur 10, mais ça s'appelle une fraction décimale. Si vous avez 10, 100, 1000, au dénominateur, on dit qu'on a affaire à une fraction décimale. Bien sûr que si vous prenez 1 dixième, 1 sur 10, c'est bien sûr une fraction décimale. Comme précisé plus bas, l'unité, c'est toujours la baguette. Si je veux exprimer tout ce que j'ai ici, 1, 2, 3, 4, 5, 7 unités et 3 dixièmes. Donc je peux l'écrire 7 plus 3 fois 1 dixième ou 3 dixièmes. Et si je voulais écrire toute cette quantité sous forme d'une seule fraction décimale, bon, j'ai 3 dixièmes, c'est les 3 petits morceaux. À chaque fois que j'ai une baguette, ça fait combien de dixièmes? Ça fait 10 dixièmes. Donc en tout, j'ai 70 dixièmes, et puis les 3 dixièmes qui sont là. Donc je pourrais l'écrire comment? 73 dixièmes. Je l'écrirai sous forme d'une fraction décimale. J'ai trouvé un boulanger qui m'a fait une baguette à partir de 10 baguettes du format précédent. Donc c'est maintenant mon unité. Vous voyez, l'unité, c'est cette gigantesque baguette. Maintenant, si on veut pouvoir exprimer toute la quantité de pain qu'on a, regardez bien. J'ai quoi? J'ai 3 unités, les 3 grandes baguettes, c'est ma nouvelle unité. J'ai bien sûr 2 dixièmes, ça c'est les baguettes de l'ancien format. Et puis qu'est-ce que j'ai après? Après, j'ai des dixièmes qui ont été coupés en 10. Ce sont des centièmes. Je peux donc l'écrire 3 plus 2 dixièmes plus 5 centièmes. Et si je veux l'exprimer en une seule fraction décimale,
Bon, bah, je vais travailler avec des centièmes, bien sûr. Dans 2 dixièmes, il y a combien de centièmes? Il y en a 20. Dans chaque dixième, il y a 10 centièmes. Dans 3 unités, il y a combien de centièmes? 300. Donc ça me fait 325 centièmes. À partir des trois nombres, 3, 2, 5. Il y a une autre manière d'exprimer la quantité de pain qu'on a. On a dit 3 unités, 2 dixièmes, 5 centièmes. Pour indiquer le moment à partir duquel on a coupé l'unité, on met une virgule. Quand vous écrivez 3,25, vous exprimez le résultat sous forme d'écriture décimale. On veut donner l'écriture sous forme décimale de 456 centièmes. Si je dis 456 centièmes, quand j'écris les chiffres 4, 5, 6, je sais qu'ici, prenez l'habitude de vous mettre toujours derrière le chiffre dont vous parlez, hein. Le 6, c'est bien les centièmes. Donc le 5, ça doit être les dixièmes. Et la virgule, elle est à l'emplacement où ça commence à couper, c'est-à-dire ici, juste après le 4. Je vérifie, 4, c'est les unités. Je commence à couper dixième, centième. 2738 dixièmes. Donc 8 est le chiffre des dixièmes. J'ai donc commencé à couper à partir de 3. 43 millièmes. Donc attention, 3, ce sont les millièmes, les centièmes, les dixièmes. Et j'aurais donc commencé à couper ici. Et puis il me reste à mettre le nombre d'unités, c'est-à-dire bien sûr ici 0. On veut maintenant écrire sous forme de fraction décimale. J'ai 3,78, j'écris tous les chiffres. Unité, dixième, centième. Donc 378 centièmes. Finalement, il suffit de voir dans quelle colonne se trouve le dernier chiffre. Dixième, centième, millième ici. 14 249 millièmes sur 1000. Ici, dixième, centième, millième, 10 millièmes. 725. Je ne mets pas les zéros qui sont avant, ils ne sont pas utiles, hein. 10 millièmes. Celui-ci, attention, dixième, centième, millième, 10 millièmes, 100 millièmes. Donc je recopie en fait tous les chiffres sur 100 millièmes. Regardons ces nombres, 45, 7, 9,8, 4,52, 6,81. On pourrait déjà dire 45 et 7 n'ont pas de virgule, mais c'est même pas vrai, parce que la virgule, elle est là pour m'indiquer à partir duquel je peux couper. Si vous tapez sur une calculatrice 45 et puis que vous mettez une virgule, vous verrez qu'elle va l'accepter, regardez voir. Si je mets ici 45, que je mets une virgule, que j'ajoute 3, la calculatrice va accepter de faire l'opération. De même ici avec 7 plus 6. Donc ici 45, je peux très bien l'écrire sous forme de fraction décimale. C'est comme si j'avais 45, virgule, puis que des zéros. Alors je choisis un des zéros, je vais aller jusqu'au dixième par exemple. 450 dixièmes. 7, je peux l'écrire 700 centièmes. Bon, je vais aller au plus simple pour 9,8, c'est 98 dixièmes, etc.
Eh bien, tout nombre qu'on peut écrire sous forme de fraction décimale, ou bien en utilisant l'écriture décimale, est bien sûr un nombre décimal. Vous vous souvenez, à l'école primaire, vous parliez de nombres entiers. Donc ici, 45 et 7, ce sont des nombres entiers naturels. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que tous les entiers naturels, ce sont bien sûr des nombres décimaux. Mais quand vous regardez ça, je suis sûr que vous pensez que finalement tous les nombres sont des nombres décimaux alors. Attention. Vous avez déjà eu des surprises sûrement en utilisant la calculatrice. Si vous faites par exemple 5 divisé par 3, la calculatrice dans un premier temps, elle vous met 5 sur 3. Pourquoi ? Parce que pour elle, c'est la réponse exacte, 5 sur 3. Parce que si vous voulez voir le nombre écrit sous forme d'un nombre à virgule, vous allez appuyer sur cette touche ici sur la Casio, SD, regardez. Ben, en fait, vous avez un nombre infini de termes derrière la virgule. Alors pourquoi vous avez une fin ici, bah, c'est parce que la calculatrice n'a pas assez de place pour continuer à l'écrire. Alors ce qu'elle met à la fin, elle vous met un 7 pour arrondir. Mais ce nombre ne peut pas s'écrire sous forme décimale, sous forme d'écriture décimale. Donc ce n'est pas un nombre décimal. 5 tiers, le résultat de 5 divisé par 3 n'est pas un nombre décimal. Même si on peut en donner une valeur approchée en utilisant ici une virgule. Utilisons maintenant la Texas. Regardez voir ce nombre que vous connaissez bien, le nombre pi. Si vous appuyez sur Entrée, il ne va pas vous donner pi sous forme de nombre à virgule. Parce que pour lui, la valeur exacte, c'est pi. Si vous le voulez avec une virgule, vous allez ici sur cette touche avec deux petites flèches. Et vous obtenez un nombre dont les termes après la virgule sont en nombre infini. Ce n'est pas un nombre décimal. Vous ne pouvez pas en donner l'écriture décimale ou bien l'écrire sous forme de fraction décimale. Nombre entier, nombres décimaux. Parlons d'abord des nombres entiers. Qu'est-ce que c'est que notre système de numération ? Qu'est-ce qu'on appelle un système de numération ? C'est notre façon de compter. Pour écrire les nombres, on utilise nos 10 symboles. On les appelle des chiffres. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et notre système de numération, c'est le système décimal. Nous passons notre temps à faire des paquets de 10. On part de l'unité, ça peut être n'importe quoi. Si je travaille avec des euros, ça sera 1 euro. Si je fais un paquet de 10 unités, j'ai une dizaine. Ensuite, avec les dizaines, je fais un paquet de 10, j'obtiens une centaine. Je fais un paquet de 10 centaines, j'obtiens un millier, etc. Quand nous écrivons 2, 3, 5, qui se lit 235, on démarre par le 5. 5, c'est les unités. Il y a 5 unités. 3, c'est les paquets de 10. 3 fois 10. Et 2, c'est les paquets de 100. 2 paquets de 100. 3 paquets de 10. Et puis mes 5 unités. Si je prends 7277, j'ai utilisé que 2 chiffres différents. Mais attention, ces chiffres occupent des rangs différents. Le 7 rouge, c'est des unités. Le 7 bleu, c'est des paquets de 10. Le 7 violet, c'est des paquets de 1000. Donc 7277, c'est 7, plus 7 fois 10, plus 2 fois 100, plus 7 fois 1000. On a décomposé 7277. Pour lire les nombres, on regroupe les chiffres par 3 à partir du chiffre des unités. Alors, si je prends ce très grand nombre ici, regardez, 6, 7, 5, 4, 3, 2, 4, 9, 8, 8. Comment je vais le lire ? Je fais un premier groupe de 3, je sais que je vais prononcer 1000. 1000. Deuxième groupe de 3, je vais prononcer millions. Milliards, etc. Ça me donne donc 6 milliards
754 324 988. Attention aux règles d'écriture des nombres. Alors, il y a 3 règles principales. 20 et 100 prennent un S au pluriel, sauf quand ils sont suivis d'un autre nombre. Si je dis 380, il y a un S. Si je dis 487, il n'y aura pas d'S, parce qu'il est suivi par un autre nombre. Un trait d'union se place toujours entre les parties représentant les dizaines et les unités. Si vous prenez 999, vous allez avoir des traits d'union ici entre le 4 et le 20, le 20 et le 10, le 10 et le 9. Millions et milliards sont des noms qui s'accordent au pluriel. Par contre, 1000 ne s'accordent jamais. Si j'écris 3 453 000, 1000 ne prend pas d'S, million un S. Alors, pour parler des nombres décimaux, on va d'abord essayer de comprendre ce que c'est qu'une fraction décimale. Regardez bien, j'ai acheté 3 plaques de chocolat. 1, 2, 3. Et à la fin de la journée, il me reste ceci. Mon unité, c'est la plaque de chocolat. Alors j'avais facile au début. J'avais acheté 3 plaques de chocolat. Bon, bah, j'exprimais ce que j'avais acheté par 3. 3 unités. Bon, à la fin, j'ai 2 unités. Là, j'ai 2. Et puis, j'ai 3 petits morceaux. Alors attention, j'ai remarqué que mes plaques de chocolat, elles comprenaient combien de carreaux? 10. Donc il me reste 3 carreaux de chocolat. Donc 1 carreau de chocolat, ça correspond à 1/10 de l'unité, à 1/10 de la plaque. Donc si je veux exprimer ce qui me reste, je vais dire 2 plus 3/10. Bien, ce 3/10, c'est ce qu'on appelle une fraction décimale. J'ai exprimé ces 3 petits morceaux par une fraction décimale. Une fraction décimale, c'est une fraction où au dénominateur, il y a 10 ou 100 ou 1000, etc. Alors, pour faciliter les calculs, les mathématiciens, ils ont utilisé une virgule dans l'écriture d'un nombre. Ça veut dire qu'à la place d'écrire 2 plus 3/10, ils écrivent 2,3. On sait que le 3 correspond à la fraction décimale 3/10. Quand j'ai un nombre comme 2,3, avec son écriture décimale, on appelle ça l'écriture décimale, eh bien, la partie entière, c'est bien sûr 2, et la partie décimale, c'est 0,3. Prenons 4,578, c'est 4 plus 5/10 plus 7 centièmes plus 8 millièmes. Donc on peut décomposer un nombre en utilisant des fractions décimales, mais alors, à la place de le décomposer de cette façon-là, j'aurais très bien pu le décomposer de la façon suivante. 4,578, c'est 45/10 plus 78 millièmes. Alors, quelle définition on va donner du nombre décimal? Un nombre, il est décimal si on peut l'écrire à l'aide d'une fraction décimale ou d'une écriture décimale. Alors, même un nombre comme 35, qui est un nombre entier, bah, vous pouvez très bien l'écrire 350/10, ou bien 35,0. La partie décimale, elle est nulle. Donc, même les nombres entiers sont des nombres décimaux. Regardons le nombre qui est représenté ici par ce schéma. Bon, la petite baguette, ici, c'est l'unité. On a donc 2 paquets de 10, 4 unités, et puis on a 8/10. Ça me fait 24,8. C'est bien un nombre décimal. J'aurais pu l'exprimer en fraction décimale 248/10. Nous avons vu tout à l'heure comment lire un nombre entier. Bon, la seule différence pour lire un nombre décimal, c'est qu'il peut y avoir des chiffres après la virgule. Donc, si on a ce nombre ici, on va le lire comment? On va commencer par faire des paquets de 3 à partir de l'unité, comme d'habitude. 45 754 324, virgule, et puis on lit tout simplement ce qui suit ici, 986.
Prenons le nombre 437,54. On peut l'écrire sous forme fractionnaire. Ici, le 4 est dans la colonne des centièmes. Donc 437,54, c'est 43 754 centièmes. Je peux très bien l'écrire sous forme décimale décomposée, en paquets si vous préférez. 4 paquets de 100, plus 3 paquets de 10, plus 7 paquets de 1, j'ai mis 7 fois 1, on aurait pu mettre 7 tout seul, plus 5 fois 1 dixième, 5 fois 0,1, plus 4 fois 0,01. Et puis il y a d'autres écritures possibles.